On va enchaîner dans une seconde sur un énorme sujet, et là aussi avec beaucoup de choses qui se passent. On va parler d'agriculture et d'agriculture régénérative. Merci encore. Juste François. On va t'appeler, Sébastien. Alors, ils vont rester là un bon moment, Gilles, Patricia, Maude et Jacques. Je vous invite à continuer la conversation en dehors de la plénière, parce que nous allons enchaîner. J'adore ABM Expo parce qu'il y a toujours des gens qui m'appellent pendant la journée. On va laisser juste une minute. Je pense que Marc-André Solos a réussi à arriver. Ah, il est là. On me demande s'il y a une librairie. Oui, il y a notre partenaire habituel, rue de l'Échiquier, notre libraire éphémère pour BIM Expo, qui a une sélection d'ouvrages évidemment adaptés au contenu de BIM Expo, qui se trouve juste à la sortie de l'amphi, en face de vous. Alors, s'il vous plaît, on va reprendre la main. On va peut-être laisser juste 30 secondes, le temps que ceux qui sortent laissent rentrer ceux qui rentrent. On va parler d'agriculture. On va parler de solutions. Parfois étonnantes. Alors, merci de nous rejoindre. Alors, je vais juste appeler, si vous voulez, à me rejoindre sur scène dans un premier temps, celui qui me fait le plaisir de prendre le relais sur scène pour animer cette table ronde. Je veux bien la diapo, s'il vous plaît. Non, ça c'est tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, François Cadiergue va prendre le relais. Je vais lui passer les clés du camion. Et allez, bon, alors tout le monde arrive en même temps. Merci beaucoup de les accueillir. François Cadiergue, merci beaucoup de prendre le relais. Je vais te donner le petit bip pour, si je me souviens plus. Marc-André Solos, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Dans l'ordre, Sébastien Roumégous, merci Marc-André d'être là, je sais que ça n'a pas été facile. Merci Sébastien, toi tu étais déjà là hier soir. Et ben t'es arrivé. Et ben voilà, Thomas Raban, magnifique, est arrivé. Et alors Alain Thibault va arriver un peu en direct, parce qu'il a été lui aussi coincé dans un train ce matin. Donc je lui ai dit, écoute Alain, tu arrives, tu vas direct en plénière. Donc François, bah, tu l'accueilleras, voilà, j'ai pas de... Bon, merci beaucoup, à tout à l'heure, vers le haut. Voilà, ça marche. Merci, merci Alain. Bonjour. Alors si vous pensez que le sujet présent, l'agriculture, ne concerne que les agriculteurs et les éleveurs, que vous pouvez aller ailleurs, eh bien je vous propose de faire comme quand Tariq a proposé aux gens qui se foutaient de la biodiversité d'arrêter de respirer, je vous propose de vous mettre à poil. Puisqu'en fait, vous ne pourrez plus ni manger, ni vous habiller, ni avec du cuir, du coton, de la soie ou les teintures de vos habits. Mais vous ne pourrez plus vous maquiller non plus, ni vous traiter à la peau. En fait, effectivement, le sujet dont on va traiter est assez général et nous concerne tous. Et pour ça, on accueille plusieurs personnes. Donc, comme l'a dit Alain, nous avons Alain Thibault qui nous rejoindra, espérons-le, d'ici quelques minutes. On accueille Marc-André Solos, Sébastien Roumégous et Thomas Brabant. Je vais les présenter rapidement. Alors Marc-André Solos, pour la moitié de la salle, il n'est plus à présenter, donc je vais le présenter pour l'autre moitié. Il est professeur au Muséum d'histoire naturelle et à l'Université de Montpellier 2.
très connu pour des travaux sur les mycorhizes, mais aussi beaucoup d'autres sujets dont il nous parlera. Et puis, je recommande la lecture de ses livres chez Actes Sud, notamment Jamais seul, où on a travaillé sur les bactéries, on a travaillé aussi sur les tanins avec les odeurs et les goûts du monde. Et puis récemment, Nature et préjugés, qui est une sorte de guide pour nous aider à réhabiter le monde différemment. Et donc Marc-André Sellos, je vais vous proposer de commencer avec une question simple, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces interactions sous nos pieds? Alors, comme toujours, il n'y a jamais dans nos vies de choses nécessaires. Et la contingence ou le hasard font souvent plus pour nous élever que les efforts d'éducation nationale. Et c'est malheureux, mais c'est vraiment par hasard. En quoi que c'est pas indépendant de l'éducation nationale, parce que lorsque j'ai préparé l'agrégation, certains de mes profs m'ont fait des cours sur les interactions entre les espèces vivantes, qui était tout à fait étonnant, à la fois étonnant par ce qu'il présentait, parce qu'il y a une séduction dans le vivant. Gilles l'évoquait tout à l'heure, il y a une beauté dans le vivant, mais aussi il y avait des mécanismes tout à fait étonnants qui en fait amenaient à travailler ensemble des organismes que rien ne préparait à travailler ensemble, là aussi contingence, hasard, des organismes que séparaient parfois plusieurs milliards, parfois jusqu'à 2 milliards d'années d'évolution, des champignons et des plantes. Et donc après cette année où j'ai préparé l'agrégation, eh bien j'ai eu envie d'explorer ça. Et ça a cristallisé, parce que moi j'étais passionné par les champignons, sur des interactions qui sont vraiment importantes en agriculture et vraiment niées dans les gestes agricoles modernes. Ces interactions entre des champignons du sol et les racines des plantes. Les plantes donnent du sucre aux champignons, une partie des sucres de leur photosynthèse, de 10 à 40% du total d'ailleurs. Et puis les champignons, eux, en échange de ça, ils grandissent dans le sol et ils vont chercher de l'eau et des sels minéraux. En plus, les champignons, et aussi les plantes pour le champignon, mais comme tout le monde se fout des champignons, on va parler que des plantes, les champignons protègent les racines des plantes des maladies et des stress du sol, comme les métaux lourds, la sécheresse ou l'aluminium. Et au total, on a ici une interaction qui en fait date de la sortie des plantes des eaux, de la sortie des premières algues qui sont devenues des plantes terrestres. Ça a 450 millions d'années, cette histoire. Et c'est une histoire que notre agriculture, bien sûr, n'a pas intégrée, puisqu'elle a été découverte plus tard que l'agriculture a commencé. Aujourd'hui, le labour déchire les filaments de ces champignons. Les fertilisants que l'on met font que la plante congédie le champignon parce qu'elle se nourrit toute seule. Et du coup, elle perd l'effet protecteur de ces champignons. Et puis, pour terminer, notre campagne est brune une partie de l'année. On a des périodes où le sol se repose. Alors, le repos pour un sol, c'est plutôt la mort finale, de ne pas avoir de végétation par-dessus. Mais quand le sol se repose, personne ne nourrit ses champignons. Au total, nous avons abandonné une interaction qui a construit la plante pendant 400 millions d'années. Et ça revient un petit peu finalement au cœur de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ces champignons extraits du sol, vos composants, vous commenciez sur l'intimité qu'on a avec l'agriculture, même si elle n'est pas près de chez nous, elle est en nous. Vos composants, votre azote, votre phosphore, votre calcium, votre potassium, vos oligo-éléments, tout ça acheminé un jour par un champignon qui l'a amené une plante, puisque 9/10 des plantes ne se débrouillent pas sans champignons, et du coup elles se débrouillent très mal dans les sols agricoles. C'est une chose que l'on peut sans doute espérer améliorer, puisqu'en bout de ligne, c'est vous qu'on améliorera, puisque c'est ce que vous mangez, cette association-là. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques applications que vous avez en tête rapidement sur justement sur la pratique, la relation de l'être humain avec le sol et la pratique dont on parle un peu aujourd'hui, c'est l'agriculture, ou des choses qui commencent à bouger dans les pratiques agricoles? Oui, alors elles bougent en recherche, mais vous allez voir, elles bougent surtout chez les praticiens. Vous ne trouverez jamais l'once chez moi d'un agribashing. Je suis assez originaire et j'ai assez vécu et j'enseigne encore assez dans le milieu agricole pour ne pas penser que l'agriculture est un problème. Je la vois comme une solution, les agriculteurs aussi, mais comme dans tous les compartiments de la société, il y a du plus ou moins solution. Mais aujourd'hui, on voit des agriculteurs qui se mettent en mouvement, et en particulier par rapport à notre lien au sol, qui commencent à intégrer beaucoup plus de ces dynamiques, qu'on ne connaît pas très bien au XXe siècle, mais qu'on commence à connaître maintenant, encore que cette association dont je vous parlais, allez, je vais larguer son nom, ça s'appelle les mycorhizes. Puisque myco, il y a du champignon, et rhiza de la racine, ces épousailles étroites entre les racines et les champignons, c'est les mycorhizes. Bon, ça fait un siècle et demi qu'on connaît, mais bon, on n'a pas trop mis en œuvre. Mais il y a d'autres choses qu'on a découvertes dans les 20 dernières années, et qui renvoient un peu aux antiquités tout un tas de pratiques, comme le labour,
comme laisser un sol nu, ou comme pratiquer une fertilisation exclusivement minérale. En fait, aujourd'hui, on sent très bien qu'il faut amener au sol et traiter le sol de la façon dont il a toujours finalement été, dont il s'est toujours traité tout seul, parce que sinon les organismes qui y vivent ne sont pas adaptés. Et il y a 3 grandes perspectives. Là, la première, c'est d'amener l'azote, le phosphate, les engrais sous forme de matière organique. Ça permet notamment que ça ne fuit pas vers les eaux continentales et puis vers les littoraux. Ça permet aussi d'amener en même temps de la matière organique qui a un rôle dans la rétention de l'eau. Et puis ça permet aussi un petit détail, parce que quand on amène des engrais minéraux NP et K, on n'amène pas le reste. Et au bout de 50-100 ans, le reste commence à s'épuiser. Alors que quand on amène de la merde, pardon, mais le but c'est d'amener du fumier, et notamment de se poser la question si les déjections humaines ne feraient pas bien, après un traitement ad hoc, de finir là-bas. Et puis aussi les restes de vos cuisines, au passage, 1 quintal par personne et par an. On amène aussi les oligo-éléments, on amène aussi le zinc, le fer, qui peut commencer à manquer dans ces sols. Donc, on amène de la matière organique. Ensuite, on essaie de ne plus labourer. Et puis la troisième chose, c'est de couvrir en permanence le sol. Alors ça, amener de la matière organique comme engrais, c'est ce que fait le bio, qui en plus limite les intrants de pesticides. Et je lisais dans le train en arrivant, là, puis j'ai eu le temps, puisqu'il était un peu retardé, je lisais dans le train en arrivant que l'exposition aux pesticides des gens qui mangent bio, c'est selon les pesticides de moins 20 à moins 100%. Bon. Donc ça peut être intéressant pour vous dans le cadre de ce lien intime, mais c'est aussi intéressant pour les sols parce qu'on amène de la matière organique et qu'on cesse d'y mettre, ou on limite la quantité, en tout cas parce qu'on utilise du cuivre et des choses comme ça, mais on limite la quantité de saleté nuisible à la vie du sol qu'on apporte. Ça, c'est l'agriculture bio. Donc, c'est les agriculteurs qui font ça. C'est 10% de la surface agricole française. Et puis, pour terminer, il y a les agriculteurs qui ne labourent plus. Alors, eux, ils ne sont pas tout à fait bio parce que pour désherber sur des grandes surfaces, ils utilisent du glyphosate. N'empêche que la vie des sols se redresse de 30% quand on arrête le labour et qu'on utilise du glyphosate, parce que le labour, c'est pire que le glyphosate. J'y peux rien. Donc, c'est un pas en avant aussi. Et ce pas en avant-là, c'est 4% de la surface agricole utile en France. C'est pas beaucoup, et d'ailleurs c'est un des endroits où on s'aperçoit qu'on est un petit peu en retard sur le monde entier, parce que par exemple c'est 40% aux États-Unis. Derrière cette idée qu'on a une agriculture de pointe grâce à l'agriculture classique, se cache l'idée que c'est fini l'agriculture classique, c'est le classique d'hier. Ça sent le vieux maintenant. Et la preuve que ça sent le vieux, c'est qu'il y a des gens qui ont empoigné le jeune, le neuf, l'avenir, le changement, c'est les agriculteurs, qui labourent plus, ou qui font du bio. Cela dit, il faut peut-être les aider un petit peu à faire et leur transition et à faire leur part de marché. J'espère qu'on va en reparler parce que c'est quand même le problème. Le problème n'est plus un problème technique. Merci beaucoup et c'est une transition parfaite, complètement annoncée avec Sébastien et Thomas, puisqu'en fait Sébastien et Thomas ont créé des sociétés qui accompagnent les agriculteurs et les systèmes agricoles pour travailler sur la régénération. Alors Sébastien, tu peux nous en dire un mot? Je ne sais pas si on a eu la diapositive qu'a préparée Sébastien. Voilà, c'est génial. Ben merci. Merci beaucoup Marc-André. Moi j'ai toujours plaisir à écouter Marc-André parce qu'on n'est pas dans le dogmatisme. Et je pense que le dogmatisme, c'est un très gros problème. La science, c'est se questionner, avancer. Et je trouve que ne pas opposer ceux qui font du bio et ceux qui font, entre guillemets, du non-labour avec le gros mot que tu peux dire en plénière comme ça, glyphosate, devant un public, je trouve que c'est bien parce que ça permet de se dire qu'en fait, il y a ce qu'on aurait envie de faire et la réalité. Et donc, j'ai fondé donc Biosphère il y a un certain temps, justement parce que il fallait réaliser une agriculture durable dans le réel. Et la technique, la science, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des passionnés. C'est quelque chose qu'on peut aussi contingenter des fois à des labos et des centres de recherche. Et donc il y a 15 ans, quand je me suis posé ces questions-là, je me suis dit c'est bizarre, il y a des chercheurs qui mettent en avant un certain nombre de choses, les mycorhizes, l'auto-fertilité des sols, etc. Et c'est très peu usité dans les champs. Et j'ai trouvé que cette rupture entre l'avenir et ce que la science pouvait nous apporter de meilleur et la difficulté de mise en pratique sur le terrain était un problème. Et donc je me suis évertué à créer en tous les cas une entreprise qui permette de faire ce lien-là. Parce qu'effectivement, comme le disait Marc-André, tu as fait une très bonne transition, la technique et la science sont là aujourd'hui. On sait faire des agricultures performantes sans pesticides, on sait faire des agricultures sans travail de sol, en couverture des sols qui sont performantes, qui performent même plus. Je parlais hier avec une personne, on a un programme par exemple en Pologne sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Première année de programme, moins 18% d'engrais, plus 6% de rendement. Donc c'est pas une histoire d'intrants, c'est une histoire de comment est-ce que j'agence les choses. Et plus de couverts végétaux
et plus de labour dans le programme. Donc, ce qui est quand même assez fou en un an. Et cette histoire qui dit on écroule les rendements quand on passe en agroécologie ou en agriculture régénératrice ou en agriculture durable, eh bien finalement c'est quelque chose qui a été qui est de moins en moins vrai quand on fait la transition du bon côté. Pourquoi c'est plus un problème humain et social qu'un problème technique? C'est parce qu'en fait vous pouvez donner la recette de la ratatouille à un mauvais cuisinier et il va vous rater une ratatouille. Donc la question c'est l'opérateur. Les recettes, on les a, mais qui les opère? Et est-ce qu'on les opère bien? Et donc, l'art de la transition, et ce qu'on essaie d'enseigner avec mes équipes, c'est plutôt cette transition sociale. Hein. J'ai même une partie de mes équipes qui peuvent être formées à la PNL ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est comment je transmets un message et comment je communique, comment je comprends l'autre dans sa culture ou ailleurs, parce que vu qu'on travaille en Europe, en Inde, aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes cultures qu'on a en face, et donc on doit travailler différemment. Et donc, finalement, la transition, elle est profondément humaine. Et donc pourquoi j'ai trouvé que Biomime Expo était quand même un endroit intéressant où être, et on a pris un stand aussi pour promouvoir et supporter cette initiative, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie? C'est les règles de la nature appliquées à l'agriculture. Et donc nous on a créé un peu ce canevas que vous pouvez voir là, qui est un support que je voulais vous montrer parce que ça reste quand même assez intéressant. Comment je fais pour que ce canevas de la régénération, le cycle naturel, je puisse l'appliquer à quelque chose qu'on a rendu linéaire. C'est-à-dire que l'agriculture, entre guillemets, industrielle, c'est qu'on a linéarisé. Voilà, je vais mettre une graine, je vais mettre des pesticides, des engrais, etc. Et j'aboutis à mes grains, j'aboutis à mes légumes, j'aboutis à mes fruits. Eh bien, il faut se poser la question de qu'est-ce que l'agriculture? Et en fait, l'agriculture est enchâssée, finalement, dans deux grands environnements, que sont le sol, qu'on ne voit pas, mais qui est un volume et pas une surface, donc, et c'est là où la plante occupe 50% de sa biomasse, des fois plus, et le paysage. Le sol participe à l'immunité de nos cultures et participe à la nutrition de nos cultures, et d'ailleurs il ne faut jamais les découpler, d'ailleurs en humain aussi, hein. Nutrition santé, mais la nutrition santé ça marche aussi pour les plantes, et le paysage qui va jouer un rôle dans quoi? Le microclimat, selon la densité d'arbres, est-ce que vous avez un maillage de haies, des forêts, etc., une mosaïque paysagère avec un ensemble de cultures différentes, ça va interagir avec le microclimat différemment parce que les plantes transpirent, c'est comme ça qu'elles font circuler finalement leur sève, et donc par cette transpiration, elles vont irriguer l'atmosphère, elles vont influencer l'humidité relative de l'air, influencer les régimes des vents, et également travailler sur ce qu'on appelle les biorégulations, c'est-à-dire que ces éléments fixes du paysage qui ne sont pas cultivés vont promouvoir des ennemis naturels au sein de nos cultures et donc limiter l'usage des intrants. Et donc ce canevas-là permet de dire, si dans mes pratiques agricoles, je respecte le sol et le paysage, je vais pouvoir produire la même quantité et la même qualité avec moins d'intrants. Et donc je produis à moindre coût, avec une meilleure efficacité énergétique. Et c'est donc tout ce qu'on essaie de développer avec les producteurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est cette mise en pratique, on l'a fait avec les producteurs. Aujourd'hui, on est sur plus de 150 000 hectares dans 20 pays. Mais ça vous montre aussi, on travaille sur tous les types de cultures, donc ça marche partout et tout le temps. Le tout, c'est de garder un certain nombre de principes, donc en partie qui ont été énoncés par Marc-André. Ne pas perturber les sols, soit chimiquement, soit mécaniquement de façon excessive. Les couvrir, puisque le végétal, c'est l'épiderme de la terre et on l'oublie souvent. Et dès qu'on casse l'épiderme de la terre, eh bien, on expose et on détruit le milieu. Et puis, également, travailler finalement, veiller à la couverture et les plantes, la régénération de ce milieu, puisqu'on l'oublie souvent. On ne peut pas se nourrir directement de l'énergie du soleil, mais on se nourrit tous indirectement de l'énergie du soleil via les plantes qui font la photosynthèse. Et donc, tout est une histoire de thermodynamique et d'énergie. Si je sais capter cette énergie, la convertir en plante et l'intégrer dans le système des matières organiques et donc de la circulation de l'énergie sur Terre jusqu'à nous, parce qu'on mange, mais aussi pour tous les insectes et les animaux du monde, eh bien on commencera à retrouver ce cycle primordial de l'énergie au sein de nos écosystèmes cultivés. Merci beaucoup Sébastien pour ces explications et je vais passer directement la parole à Thomas qui avec sa société Régénération fait aussi de l'accompagnement mais avec d'autres éléments. Exactement, merci, bonjour. Alors je commencerai en disant peut-être que vous avez entendu une clé scientifique à la question de la transformation de l'agriculture dans la bonne direction, la clé technique, ce que fait Biosphère et l'accompagnement agronomique des agriculteurs sur le terrain. Et moi, quand j'ai monté Régénération, je me suis posé la question suivante, c'est
On l'entend là ce soir, enfin ce soir, il n'est pas encore le soir, je suis fatigué. On l'entend aujourd'hui, l'agriculture régénératrice, on sait que ça fonctionne, la science est là, la technique est établie, les acteurs sont là. Et donc moi quand j'ai monté cette régénération, je me suis posé la question suivante, mais alors si c'est aussi bien, si c'est aussi établi, pourquoi ça ne se passe pas aussi vite ? Et en fait, la question à laquelle Régénération s'attaque, c'est en fait, ça ne se produit pas aussi vite qu'on l'espérerait pour une raison assez simple, c'est qu'un agriculteur, tout volontaire qu'il soit, quand on lui demande ou quand il souhaite changer de modèle agricole, c'est ça la question, hein, de passer du conventionnel, du bio à quelque chose de techniquement éprouvé, mais qui va lui demander de l'énergie, du temps. N'oublions pas qu'on est dans le vivant, l'agriculture c'est dans le vivant, donc les choses ne se font pas en 5 minutes, ça se fait en quelques années. Et donc la question à laquelle se heurtent les agriculteurs la plupart du temps, c'est très bien. C'est deux questions. C'est un, comment je fais techniquement ? Qui va m'accompagner sur le terrain pour me tenir la main, pour réussir cette transformation ? Puisqu'on l'a vu, et je pense qu'il faut insister aussi sur cette question, l'agriculture régénératrice, c'est pas une agriculture rétrograde, c'est pas le retour aux années 30, c'est au contraire une agriculture très technique, fondée sur la science, et donc il faut des sachants pour accompagner les agriculteurs, ça s'invente pas. La deuxième chose, c'est que, en effet, comme l'a dit Sébastien, au bout de quelques années, les rendements agricoles sont au moins équivalents au rendement conventionnel, avec un revenu pour l'agriculteur qui s'est amélioré puisque les intrants ont diminué, voire disparu. Donc en croisière, les agriculteurs sont dans une situation économique et sanitaire bien meilleure. La question c'est, encore une fois, qui accompagne les agriculteurs sur un plan économique, technique, financier, pendant cette période qui va prendre 3, 4, 5 ans. Et en fait, c'est à cette question-là que Régénération s'est attaquée, en se disant, alors, pour pouvoir valoriser cette démarche que je vais appeler vertueuse, il faut être capable, d'une part, de la démontrer, et d'autre part, de construire des instruments susceptibles de les valoriser de façon à venir déverser, créer une nouvelle source de valeur économique et la diriger vers le monde agricole. C'est ce que nous faisons. Nous accompagnons les agriculteurs au moyen d'un soutien agronomique dans la durée. Et donc on collabore beaucoup avec nos amis de Biosphère sur le terrain pour accompagner les agriculteurs gratuitement pour eux. C'est nous qui prenons ça en charge. Et d'autre part, nous venons mesurer. Et la science nous aide évidemment beaucoup pour avoir construit tous nos protocoles de mesure. On va venir mesurer ce qui se passe dans les sols agricoles, l'augmentation du stockage de carbone dans les sols, l'augmentation de la biodiversité, l'augmentation ou l'amélioration plutôt des ressources en eau dans les sols agricoles. Et le résultat de ces mesures, nous venons les encapsuler, si j'ose dire. Vous avez tous entendu parler de crédit carbone, il y a beaucoup de saloperies. Nous, on se place exactement à l'opposé de ce spectre-là en construisant un crédit carbone que je vais appeler de haute intégrité, qui repose sur toutes ces mesures issues du terrain et de l'accompagnement des agriculteurs, que nous venons vendre à des entreprises plutôt en dehors du monde agricole, qui vont acheter ces crédits, investir dans ces crédits carbone pour leurs propres besoins de décarbonation et de réputation. Et la grande majorité de la valeur de ce que nous vendons redescend à nouveau vers les agriculteurs. Et c'est ainsi que nous réussissons à apporter des niveaux de valeur en fait, assez élevés aux agriculteurs. J'en profite pour souligner une chose importante qui est que, puisque la nouvelle date d'aujourd'hui, on l'a publiée aujourd'hui, Régénération vient d'être financée pour une dizaine de millions d'euros par un grand acteur français, ce qui va nous permettre de déployer le modèle que je viens de vous décrire jusqu'à 1,5 million d'hectares dans notre pays, ce qui nous permettra, c'est un objectif, de faire passer à l'échelle cette agriculture pour laquelle nous battons tous. Merci beaucoup Thomas, mais on peut l'applaudir, bravo. On parlait d'accompagner, on a parlé de mesurer, et puis avec Alain qui vient nous rejoindre, merci, bravo d'avoir réussi à nous rejoindre. Bonjour. On va parler même d'exemples concrets. Vous avez tous, en tant qu'être humain, une réaction particulière au parfum, à l'odeur. Ça sent bon, on est attiré, ça sent mauvais, on est repoussé. Bah, le monde vivant, c'est comme ça. Et le monde vivant sécrète aussi des odeurs, et c'est avec ça que Alain travaille. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Oui, merci beaucoup. Et puis, je vais que confirmer de manière concrète ce que vous venez de dire. La science est là, les solutions existent aujourd'hui. L'enjeu, c'est l'adoption sur le terrain. Et ça, c'est complexe, comme la plupart du temps, les transitions. Hein. Donc, c'est toute la complexité. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je dirige une société, enfin, même été fondateur d'une société qui s'appelle Agriodor, qui joue sur une technologie qui est assez incroyable. 70% des insectes dans le monde entier se déplacent à partir des odeurs. Ce n'est pas à partir de la vue ni de l'ouïe, ce sont les odeurs, dans le monde entier. Et toutes les familles d'insectes. Donc on va faire des parfums qui vont ou les attirer ou les repousser. Et en fait, on fait qu'imiter la nature, parce que la nature, les plantes, émettent des parfums qui attirent pour des histoires de pollinisation ou qui repoussent les insectes qui sont des insectes prédateurs. Cette technologie-là, elle ne fait pas qu'exister dans les grands labos, elle a été prouvée puisqu'on a fait la première solution pour remplacer les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. On en a beaucoup entendu parler à propos de la loi du plomb, de tous les débats. On cherche à éviter à ce que le Mysus persicae, qui est un petit puceron vert, arrive sur les betteraves, pique la betterave et transmette un virus qui est la virose et qui transmet la jaunisse et qui a des gros impacts sur le rendement des betteraves. Donc, on a réussi cette solution. 2, elle est approuvée scientifiquement parlant et par les opérationnels. 3, on a réussi à la faire distribuer par le leader mondial qui est Syngenta. Donc en plus de ça, commercialement parlant, la première campagne a eu lieu en 2025, elle aura de nouveau lieu en 2026 en France et une extension est en cours de négociation sur toute l'Europe, y compris l'Angleterre et la Suisse. Et tenez-vous bien, avec les résultats de cette année, et ça je vais vous faire une révélation aujourd'hui, les tests faits non pas par nous mais par Syngenta ont prouvé que notre produit plus un insecticide était meilleur que les insecticides tout seuls. Donc on permet d'avoir une plus grande efficacité sur le rendement de l'agriculteur en mettant 2 fois moins d'insecticides dans les champs. C'est un truc qui est assez fantastique. Alors vous allez me dire, avec ça, on protège la santé des gens, il n'y a pas de résidus, on protège les sols, on protège les nappes phréatiques, vous allez en vendre des tonnes et des tonnes. Alors c'est des tout petits granulés, vous voyez, on met 3 à 4 kilos par hectare, donc c'est vraiment minuscule, c'est des nanogrammes de molécules qui flottent dans l'air, c'est totalement insignifiant. Et cette transition-là, on a 2 phénomènes terribles à affronter. Le premier, c'est la réglementation. L'Europe, aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans, cherche à faire évoluer sa législation. Ne l'a toujours pas fait, ne me demandez pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelques lobbies qui sont là derrière. Mais l'Europe n'a pas changé. Donc, on est classé comme pesticide. C'est-à-dire on n'a aucun impact sur la toxicité, ni de la santé, ni des sols, ni de l'eau. Il n'empêche que... Et d'être classé sur pesticide, ça veut dire 10 ans en termes de durée d'homologation et 3 millions d'euros. Donc c'est une barrière d'entrée énorme à la diffusion de cette innovation. Donc on travaille beaucoup pour faire changer les choses à Bruxelles. On a beaucoup de promesses tous les ans comme quoi les choses vont changer. Il paraît que ça va changer, qu'un gros dossier va être déposé au niveau de la Direction générale de la santé cette année, au mois de décembre, mais on va voir si ça a lieu. Et le deuxième phénomène, et qui est peut-être encore plus difficile, parce que le premier, c'est des règles. Donc les règles du lobby, de la politique, on peut le faire changer. Le deuxième, c'est les changements d'habitude. Comment vous arrivez à convaincre un agriculteur qui a été éduqué par son grand-père, son père, pour lutter contre les insectes, il faut les tuer, et pour être efficace, il faut les tuer, alors que nous, on ne tue pas les insectes, ils restent vivants. On évite 60 à 70% des pucerons sur les champs de betteraves, avec 3 effets. Un qui est le répulsif, on a à peu près 40 à 45% des pucerons ailés qui arrivent, qui n'atterrissent pas dans le champ de betterave. Et ensuite, pour ceux qui arrivent sur la betterave, ils sont perturbés sur le plan de l'alimentation, ils ont du mal à manger, on les barbouille, quoi, ils n'aiment pas cette odeur, et donc ils ont du mal à piquer la feuille, ils la piquent beaucoup moins, la piquant beaucoup moins, ils transmettent beaucoup moins le virus. Et s'alimentant très mal, ils ont un problème de reproduction. Il faut savoir que les pucerons, un puceron naît aujourd'hui, dans 7 jours, 4 petits pucerons apparaissent. Et tous les jours, il va produire 4 petits pucerons. Donc, c'est un truc qui est assez incroyable. Donc, c'est une logique exponentielle de ce point de vue-là. Mais l'agriculteur, lui, s'il ne voit pas le puceron mort, il a du mal à comprendre comment on peut avoir une efficacité sérieuse autour de ça, quoi. Oui, alors, tu soulèves deux choses. Une première qui a été soulevée beaucoup tout à l'heure par Kalina, qui est le déficit et la perte d'enseignement
sur la biologie en France. Ça, on m'a demandé à Marc-André de s'exprimer sur le point. Et puis la deuxième chose, c'est cette relation au vivant qui est une relation encore complètement émotive, figurative. C'est-à-dire l'éléphant, il est gros, il est joli, c'est mignon. L'insecte, il est petit, il est moche, il est dangereux, il pique, il faut le tuer. Et en fait, une relation complètement binaire. Comment on peut essayer de faire changer cette relation et à travers quel type d'éducation, Marc-André? Alors oui, ça c'est une question importante parce que de la même façon qu'effectivement il y a un frein dans les pratiques, chez les praticiens, mais c'est vrai aussi chez les médecins, hein, quand on propose d'utiliser des virus pour tuer les bactéries, bon, surtout que ça les tue pas complètement, pareil, ça contrôle la population, donc il y a toujours ce problème effectivement de culture générale, mais il n'y a pas que ça. Les consommateurs, c'est eux qui vont acheter ces trucs-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas de problème à acheter autre chose. Les consommateurs aussi, ils ont besoin de concevoir en quoi certains produits sont meilleurs que d'autres, et notamment pour eux. Mais pour ça, il faut une vision systémique, notamment de ce lien que nous avions souligné auparavant, très intime avec la chose agricole, avec le sol qu'ont nos organismes. Il y a vraiment besoin que y ait une résonance pour créer le marché de ces opérations. Aujourd'hui, ce marché n'existe pas. Bien au contraire, il existe des habitudes de consommation qui ne font pas du tout attention aux effets sur la santé et aux coûts cachés, hein, parce que l'agriculture d'aujourd'hui, je vous le rappelle, hein, selon la chaire UNESCO de Montpellier, mais aussi la chaire UNESCO de l'alimentation de Montpellier, mais aussi l'injuste prix de l'alimentation, hein, ces deux enquêtes, l'une scientifique et l'autre parascientifiques, mais menées par des mutuelles et des associations, montrent que chaque fois qu'on achète 1 euro de produit, en fait, il y a entre 1 et 3 euros d'externalités négatives à payer plus tard. Des pollutions de l'eau, cancer à traiter, plus 44% de demandes au fonds d'indemnisation des victimes des pesticides l'an dernier. Il va falloir payer tout ça. Restauration de l'environnement, maladie des consommateurs, 1 à 3 euros de dette future. Et ça, vous le retrouvez entre les mains le 16 septembre dernier d'une institution qui n'est pas une institution militante, pas une institution médicale, c'est la Cour des comptes, dans son rapport sur la transition écologique. Même chiffre. Ça va coûter putain de cher. Et personne ne s'en aperçoit. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression de faire des économies en achetant conventionnel plutôt que bio parce que c'est moins cher. Non. Putain de cher. Alors, pour revenir à ça, le problème, c'est celui de l'éducation. Et notamment, dans un monde où nous croyons que le fondamental, c'est lire, écrire et compter, on se retrouve très handicapé parce que la première chose, ce qui est fondamental, c'est qu'on vit, qu'on a des relations. On a des relations à l'autre sexe. Vous observez quand même dans l'actualité qu'on s'aperçoit que cette relation-là, on ne la gère pas encore tout à fait bien. On a des relations à des tas d'écosystèmes, on a des relations à l'avenir, on a des relations aux générations suivantes et à ce qu'on leur lègue. On a une vision, une complexité du vivant qui est, bon, certes pas simple. Se dit, apprendre à bien écrire français ou à bien compter, c'est pas simple non plus. Hein. Qu'on vienne pas me casser les couilles avec ça, parce que moi j'en ai chié. Hein. Donc, c'est complexe, d'accord, c'est complexe, mais il faut s'en emparer. Peut-on s'en emparer quand il n'y a pas d'objectif pédagogique autour du vivant et de notre lien au vivant, de la compréhension de la systémie dans le primaire, 1 heure dans le secondaire, et encore le dédoublement d'heures en 6e pour faire des travaux pratiques sur le vivant vient d'être mobilisé pour faire du soutien en maths. Alors là, c'est les Shadok, vous savez, il y a un truc qui ne marche pas, comme ça ne marche pas beaucoup, plus on le fait, plus on a de chance que ça marche un peu. On continue, on pompe, et puis ça devient optionnel en première et en terminale, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi quand je vois des étudiants de Sciences Po ou d'HEC, des fois il y en a, ils n'ont pas vu un biologiste depuis 5 ans. Mais, en faisant de l'économie, ou en prenant des décisions politiques, ils gèrent le vivant et les conséquences du vivant. Alors, j'insiste là-dessus, tout ce que nous faisons ici sera lettre morte si nous ne révisons pas les priorités d'enseignement et que nous ne concevons pas que la solution aux situations mortifères de l'environnement et de la santé dans ce pays, et d'ailleurs en Europe et dans nos civilisations, c'est une reconstruction de notre ordre des valeurs dans les fondamentaux, c'est d'y intégrer, et non pas d'y substituer, parce qu'on a aussi besoin de lire, écrire et de compter, ne fût-ce que pour faire de la biologie, c'est de revoir nos fondamentaux et d'y mettre le vivant dans l'enseignement. Et puis après, on pourra avoir les gens qui vont avec les belles idées qu'on développe, et peut-être plus d'agriculteurs qui ont envie de les mobiliser aussi. Merci beaucoup Marc-André. Alors justement, Thomas et Sébastien, vous êtes au contact des agriculteurs et de leur filière au quotidien. Oui. Alors comment ils perçoivent ça, comment vous arrivez à les aider à faire évoluer leur propre savoir et les mentalités de leurs compagnons?
Ça, c'est une vaste histoire. C'est presque l'histoire de l'humanité, parce que si on revient à l'histoire des sciences, et moi j'aime beaucoup l'histoire des sciences parce que pour l'histoire de l'humanité. je sais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rappelle par exemple le premier médecin qui a dit qu'entre la morgue et la salle d'accouchement, il fallait peut-être se laver les mains. Ça s'est mal terminé pour lui, et il a fallu à peu près 70 à 80 ans avant que cette pratique rentre dans les usages. Alors effectivement, à l'époque, les microscopes n'existaient pas, on ne savait pas que les bactéries et compagnie pouvaient créer des problèmes, mais rendez-vous compte la stupidité de ce mouvement où lui, empiriquement, il avait montré qu'il y avait à peu près 95% de mortalité postpartum qui disparaissait en faisant ce simple geste. Ben finalement, l'agriculture, c'est un peu pareil. On se retrouve aujourd'hui, et nous, en travaillant dans beaucoup de pays différents, on s'aperçoit que c'est à peu près les mêmes schémas. Et on va se retrouver avec, par exemple, le labour, qui est un usage très important en Europe, pas forcément très important dans d'autres pays, mais en tout cas en Europe. Et c'est vu comme un outil sanitaire, un outil intéressant, un outil quasi indispensable, sinon on ne peut pas réussir son itinéraire culturel. Et par exemple, rien que sur cette histoire du labour, qui pour moi est plutôt un outil de désherbage qu'un outil pour structurer les sols, eh bien, c'est un peu une petite révolution quand on démarre les formations, et donc on doit arriver avec de la pédagogie. Alors comment ça marche? On doit montrer in situ, un agriculteur c'est quelqu'un qui doit voir. Et c'est quelqu'un qui va plutôt écouter un de ses pairs plutôt qu'écouter un technicien quand bien même il est reconnu, etc. Donc on a mis un ensemble d'outils pédagogiques en place. La pédagogie d'ailleurs c'est pas rien, hein. Des fois on oublie que la pédagogie c'est une science. C'est la manière de venir transmettre des informations et de les mettre en pratique, et ça doit être à la fois du théorique et du pratique. Donc nous on fait toujours du théorique et du pratique, et on travaille sur des séries de formations et également des expérimentations pour pouvoir allier la bonne théorie aux gestes et aux résultats observables. Et ça peut se faire très vite. Par exemple, vous avez un test qui s'appelle le test bêche. Et je dis souvent aux agriculteurs qui font des énormes investissements pour acheter des très gros tracteurs, une bêche c'est 13 à 17 euros, amorti sur 7 ans, ça coûte pas très cher. Et en même temps, vous pouvez faire des diagnostics formidables avec ça. Vous allez au champ et puis vous faites un trou et vous observez le sol dans ce qu'il est, c'est-à-dire un volume et pas une surface. Beaucoup de gens voient le sol comme une surface, alors que c'est un volume, c'est littéralement l'intestin des plantes. Eh bien, on va regarder comment il se comporte en fonction de différentes pratiques agricoles. Et il y a un test que j'aime bien faire, c'est un test bêche dans le fossé ou dans la bordure de champ, qui fonctionne comme une prairie permanente, et dans le champ. Et quand on voit des fois la différence de qualité, de couleur, d'odeur, de structure naturelle, et les agriculteurs se disent, tiens, c'est marrant, dans la bordure, il n'y a jamais eu de travail de sol, jamais de labour, et pour autant, la porosité du sol est supérieure à celle de mon champ, alors même que je travaille tous les ans. Tiens, que se passe-t-il? Est-ce qu'il manque de la matière organique? Peut-être qu'il n'y a pas de lombric. Donc on observe ces choses-là. Et donc, ces outils pédagogiques sont très importants. Et je pense qu'effectivement, il y a un déficit de connaissances, on le voit partout dans le monde, et notamment sur la partie biologie. Les agriculteurs ne comprennent pas, souvent, on leur apporte ces connaissances-là, et après, quand ils comprennent, il n'y a pas de souci. Le lombric est utile, la bactérie, le champignon sont utiles, et pour pouvoir les avoir en nombre dans les champs et qu'ils nous rendent service, on doit arrêter de les perturber et leur donner à manger. C'est très simple, hein. C'est comme élever un chat ou un chien. On arrête de leur passer un outil en métal sur la tête toutes les 5 minutes. On réduit un certain nombre de leviers chimiques qui des fois sont intéressants mais peuvent créer des problèmes. Et surtout, on augmente la quantité de matière organique qui constitue leur bol alimentaire. Bon, merci beaucoup. Donc, refaire de la biologie et de la pédagogie par l'exemple. Thomas? Alors évidemment, je ne peux que soutenir l'idée que la pédagogie est au cœur des sujets nécessaires. Moi, je voudrais souligner quelque chose. C'est que du point de vue d'un agriculteur, la question de transformer son exploitation agricole, je vais revenir sur les moyens avec lesquels on peut les accompagner, mais les enjeux, il faut les avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la question de la santé des sols, qui évidemment est un enjeu majeur vis-à-vis du réchauffement climatique. C'est aussi un enjeu de santé publique, comme l'a rappelé Marc-André, de produire des aliments qui soient largement plus sains. Pour eux, c'est aussi l'assurance de la pérennité de leur propre outil de travail qui est la terre. C'est-à-dire que si on ne fait rien et qu'on continue à produire comme on produisait dans les années 50, les chiffres, et c'est pas moi qui le dis, il y a eu 12 000 études, enfin des études sur 12 000 endroits dans le monde, c'est 12 à 24% de perte de rendement en 2050 si on ne fait rien. Et c'est monstrueux en réalité, sauf si manger du riz, c'est le seul qui s'en sort correctement. Et donc il y a effectivement une question d'accompagnement, je pense que c'est vraiment le sujet central
pour l'agriculture, et un sujet d'accompagnement. L'accompagnement, ça veut dire l'accès à la connaissance, ça veut dire la pédagogie, et ça veut dire, et c'est ce que nous faisons de notre côté, ça veut dire aussi leur donner les moyens, mais les moyens économiques, hein, c'est bien ça dont on parle, parce qu'un des enjeux, faut bien voir que les agriculteurs, ils sont aujourd'hui trop souvent dans une sorte d'injonction paradoxale, qui est vis-à-vis du marché, il faut qu'ils fassent tout bien, pas de chimie, tout soit propre, etc., etc. Mais nous, les consommateurs, on n'est pas du tout prêts à payer ce que ça vaut vraiment. Et donc, faut qu'on sorte de ce paradoxe vraiment qui est un enfer pour les agriculteurs. Il faut leur donner les moyens techniques, économiques, scientifiques de changer de modèle. L'exemplarité est quelque chose d'important. Ce que dit Sébastien est clé. C'est-à-dire qu'un agriculteur va beaucoup plus écouter son voisin parce qu'il a vu que ça marchait, même s'il ne voit plus de pucerons, justement. Il a vu que ça fonctionnait. Donc nous, on a mis par exemple en place un programme qu'on appelle nous ambassadeurs, où on vient surpondérer la rémunération d'agriculteurs qui sont déjà très avancés dans ces pratiques-là, qui servent d'étendard, si j'ose dire, à ceux qui hésiteraient encore à se lancer. Voilà. Merci. Donc il y a là aussi cet accompagnement économique qui paraît fondamental. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais vous témoigner de quelque chose qu'on a vécu. On parle beaucoup de l'agriculteur qu'il faut qu'il transforme ses manières de faire. En fait, l'agriculteur, c'est un entrepreneur. C'est un métier super difficile parce qu'il fait, entre autres en Europe, une récolte par an. Et donc changer ses méthodes, il prend un risque financier extrêmement important. Donc sa transition, si on l'a vu pour nous, il va essayer 5 hectares, puis 10 hectares, puis ensuite la totalité de sa parcelle, s'il est satisfait. Et globalement, il y a beaucoup de early adopters. Ils sont assez curieux d'innovation. Puis il y a toute une masse, comme d'habitude, qui suivent le courant. Mais moi, où j'ai vu les freins les plus importants, c'est pas au niveau des agriculteurs, c'est au niveau de l'écosystème agricole. Les coopératives, les chambres d'agriculture, les filières agricoles, les syndicats agricoles, le ministère de l'Agriculture, etc. Tout ça est un environnement qui reste sur des schémas de pensée d'autrefois. Et les agriculteurs avancent plus vite que ces écosystèmes. Or, ces écosystèmes donnent des conseils. Il y a des centres techniques qui vont dire à l'agriculteur « Oui, vous pouvez utiliser ce niveau ». Ils ont un mal fou à s'engager. Ils ont peur de tourner la page du passé pour se projeter dans le futur. Donc, je crois que la pédagogie, elle est fondamentale et elle doit s'adresser non pas qu'aux agriculteurs, mais vraiment à la grande masse pour changer ces pensées bien sclérosées. Alors, tu as raison. Alors, vous avez tous les deux envie de réagir. Je vais vous donner la parole. On a peut-être une adresse au public. Je pense qu'il y a peu d'agriculteurs dans la salle et peu de gens qui sont dans le circuit économique de l'agroalimentaire. Néanmoins, il y en a qui sont dans des entreprises et on a tous dans nos choix d'investissement, dans le choix de nos partenaires, une capacité d'exigence qui peut amener à ce que la demande se crée. Puisqu'en fait, là, on dit c'est un peu difficile parce que ils ont du mal à trouver. Hein, mais pour que l'offre existe et que les circuits diffusent ce genre de produits, je précise d'ailleurs que Alain, il y avait une petite erreur sur le nom de sa société, c'est Agriodor. Donc pour que ce marché-là existe, eh bien, je pense qu'on a aussi une responsabilité quand on est dans les entreprises de faire des choix plus éclairés. Voilà. Thomas ? Ouais, je voulais ajouter deux choses. La première, c'est que, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais un élément important, c'est-à-dire que pour toute entreprise, enfin, faut pas croire que cette problématique-là, c'est un problème des agriculteurs et de l'agriculture. C'est un problème qui nous concerne tous, comme l'a dit Marc-André tout à l'heure. Moi, je vais dire la même chose, mais sous un autre angle. Pour toutes les entreprises existantes, investir dans, je vais le dire comme ça, la régénération de l'agriculture et des écosystèmes plus largement, c'est un enjeu clé. Je donne uniquement un chiffre pour que vous compreniez l'enjeu du problème. Les 3/4 des entreprises européennes dépendent d'au moins une ressource naturelle pour leur propre activité économique. C'est la Banque mondiale qui dit ça. Donc, si l'agriculture s'arrête de fonctionner correctement, si les écosystèmes s'arrêtent de fonctionner correctement, c'est pas juste l'agriculture qui va flancher, c'est l'économie globale qui va flancher. Et ça, c'est un enjeu qu'on doit vraiment garder en tête. Merci Thomas. Sébastien, tu voulais intervenir à 30 secondes et puis après on... Très rapidement, mais c'est pour la question de l'environnement. Je pense que c'est clé, merci de le citer. Nous, aujourd'hui, on doit former 450 techniciens et 1200 agriculteurs par an.
Et en moyenne, les agriculteurs sont meilleurs que les techniciens qui sont censés être ceux qui transmettent les messages. Alors, c'est pas pour leur jeter l'opprobre, mais il y a vraiment une problématique profonde de transfert et de passage effectivement à un autre âge. Heureusement, aujourd'hui, les sols se sont imposés comme un sujet, mais il y a de ça 10 ans, on était un peu ostracisé quand on parlait des sols dans une formation. Donc effectivement, il y a un ensemble qu'il faut, entre guillemets, transformer, éduquer. Et effectivement, il faut un continuum vers le consommateur, où effectivement, le lombric, c'est moins vendeur qu'une abeille, et pour autant, c'est peut-être tout aussi utile. Mais c'est vrai que c'est une aventure collective, des fois un peu complexe. Merci Sébastien. Marc-André, le mot de la fin? Alors juste effectivement 2 choses. La première, c'est que on a trop vendu aux agriculteurs que ce qu'ont fait leurs parents, c'était de labourer ou d'utiliser des pesticides. C'est pas ce qu'ils ont fait qui était grand. C'est ce qu'ils ont arrêté de faire. C'est le fait qu'ils aient évolué. Et ça traîne dans les photos de toutes les familles d'agriculteurs. Et moi, je l'utilise quand je vais en lycée agricole. On part des différences qu'il y avait entre les photos du début de la génération du père et maintenant. Et on élabore le fait que c'est le changement qui a été la grandeur, c'est pas le fait de faire certains gestes. Et je voudrais vous donner aussi une autre idée importante, c'est cette idée que, d'accord, ça marche mieux quand on laboure pas, mais il y a quand même le coût de la transition à payer. Et puis 2, il y a d'autres types d'agriculture comme l'agriculture bio qui sont moins rentables. La céréaliculture bio, par exemple, c'est moins 30% de production, enfin c'est jusqu'à moins 30% de production. Donc là, il y a besoin aussi d'un soutien sociétal en continu, pour ne pas payer plus cher plus tard, je l'évoquais tout à l'heure. Donc il y a besoin effectivement d'argent et il ne faut pas non plus dire que toutes ces agricultures marchent. En revanche, ce que je ne laisserai pas dire, c'est qu'elles ne marcheront pas mieux demain. Et je voudrais terminer là-dessus, parce que ça, c'est un grand message d'espoir. Aujourd'hui, nous faisons de l'agriculture bio, de l'agriculture non labourée. Nous essayons de couvrir le sol en hiver avec des variétés qui n'en sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour l'essentiel du marché, qui est le marché du conventionnel. Elles ne sont donc pas adaptées. Par exemple, les céréales, elles ont des feuilles qui montent vers le haut pour que les pesticides arrivent au sol, les herbicides arrivent au sol. Mais ça ne va pas du tout, ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elles aient des feuilles retombantes pour couvrir et faire une compétition pour la lumière avec les... Voilà. Donc c'est un exemple parmi des dizaines du fait que demain, il y aura peut-être des semences qui iront avec ça. Et tant que ces semences ne seront pas là, nous ne pourrons pas dire avec certitude qu'est-ce qui est plus productif, comme le non labouré, ou qu'est-ce qui est moins productif, comme le bio parfois, parce qu'aujourd'hui, en faisant du bio et du non labouré, nous dansons le lac des Cygnes en bottes. C'est pas la meilleure façon de faire quelque chose qui, par contre, promet d'être élégant. Merci beaucoup. Vous avez vu, c'est pas la langue de bois aujourd'hui. Merci Marc-André, merci Thomas, merci Sébastien et merci Alain. Et voilà, Alain, on te rend la parole. Génial, un grand merci. C'est vraiment un sujet d'avenir. Merci à tous les 4, merci à tous les 5 avec François. Marc-André Solos donnera une conférence à 12h30 en salle 120 sur son dernier livre « Nature et préjugés ». Je vous encourage à aller l'écouter et à profiter de sa présence et des autres aujourd'hui.